Bonjour Audrey Fortassin, vous êtes coprésidente de l'association Démocratie Ouverte. Donc Démocratie Ouverte, vous avez été créée en 2012. Vous êtes une association d'intérêt général, vous dites indépendante, non partisane, et vous testez des outils, des méthodes d'innovation démocratique. Vous en faites ensuite des propositions aux décideurs publics. Est-ce que vous pouvez nous dire, ça veut dire quoi innover en démocratie ? Alors, innover en démocratie, c'est une grande question. Nous-mêmes, on se la pose encore. Qu'est-ce que ça veut dire l'innovation démocratique ? Je rigole, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Innover, ça veut simplement dire essayer de penser les choses un petit peu différemment. Alors, dans innover, il y a quand même une dimension un peu technologique, peut-être aussi dans la tête de certains, mais qui vient en fait un peu de notre identité, de notre ADN. Parce qu'à la construction de démocratie ouverte, en fait, c'était un peu de groupes de personnes engagées qui voulaient œuvrer pour une démocratie plus ouverte, et un certain groupe était plutôt sur il faut qu'on fasse de la mobilisation, il faut qu'on outille les citoyens, et un autre était plutôt il faut qu'on construise par la technologie, de la civic tech en fait, des outils qui vont permettre de le faire. Donc en fait, quand on parle d'innovation démocratique, chez nous, ça veut un peu dire les deux. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on essaie de construire des outils démocratiques qui sont basés sur de la recherche. Donc l'innovation, c'est aussi de la recherche en fait et développement. C'est aussi une démarche en fait itérative qui accepte de se tromper aussi et qui accepte de prendre des risques. Ok. Et justement, cette année, on a connu une année politique assez mouvementée, avec plusieurs épisodes, la dissolution, les élections, un gouvernement qui a mis du temps à arriver. Est-ce que pour vous, l'innovation démocratique, elle pourrait un petit peu répondre à ces crises politiques qu'on traverse ? Est-ce que l'urgence se fait encore plus ressentir 10 ans après la création de Démocratie Ouverte ? De l'innovation démocratique, en fait, il y en a beaucoup, et il y en a déjà sur les territoires. Je ne sais pas, la Convention citoyenne climat, c'était une innovation démocratique quelque part. C'était une expérimentation, en tout cas démocratique, qui, je pense, a produit une innovation qui est de comprendre en fait qu'on est capable de faire dialoguer des citoyens qui n'ont jamais fait de politique ensemble pour qu'ils produisent en fait des résultats hyper intéressants pour la société, pour répondre à des questions de société. Donc en soi, l'innovation démocratique, elle existe dans tous les territoires. Mais ce dont on a besoin là, c'est du renouveau démocratique. Et l'innovation démocratique peut l'accompagner. Mais le renouveau démocratique, c'est vraiment de penser autrement le modèle en fait aujourd'hui avec lequel on fonctionne, c'est-à-dire nos institutions, mais aussi la place des citoyens, mais aussi la manière dont on décide, la manière dont on interagit les uns avec les autres, quoi. Ok, et alors justement vous parlez de renouveau, vous avez je crois un laboratoire des expérimentations. Est-ce que vous pouvez me donner peut-être 2-3 exemples d'expérimentations qui pourraient renouveler, comme vous dites, la démocratie ? Très bonne question. On a donc en une dizaine d'années, parce que c'est à peu près 2014 la création du labo, on a sorti une dizaine d'expérimentations qui ont permis de sortir après derrière des produits, en fait, j'ai envie de dire, qui sont maintenant utilisables. Et donc parmi ceux-là, on a co-construit une fresque de la démocratie qui va un petit peu plus loin que la fresque, par exemple, du climat, que pas mal de gens connaissent, parce qu'elle permet de re-questionner ensuite derrière les zones de pouvoir et d'aider à se projeter sur justement comment on construit la suite, comment on construit demain. On a construit pendant 2 ans, et avec le soutien de la région Occitanie, parce qu'en fait souvent c'est un territoire qui va nous accompagner à expérimenter ce qu'on a nous dans nos têtes, et puis aussi en co-construction avec des comités scientifiques, des experts, des citoyens, des parties prenantes en fait, qui sont ensuite intéressées. Et de ça on a sorti un démomètre qui permet de mesurer l'indice démocratique d'un territoire. Et donc d'évaluer ainsi, je sais pas, comment les citoyens sont associés aux décisions, à quel point les données sont ouvertes, etc., etc. Quels sont les outils démocratiques utilisés sur un territoire. Et donc ça donne des scores. Alors c'est pas une note globale, parce que l'idée c'est pas non plus de pointer du doigt, là c'est un bon territoire, là c'est un mauvais territoire. Mais voilà, donc un démomètre pour mesurer l'indice démocratique, une fresque de la démocratie, et bien sûr une convention citoyenne qui a ensuite inspiré beaucoup d'autres idées. J'allais revenir sur la convention citoyenne. Vous avez, je crois que c'était en 2019, créé le collectif des Gilets citoyens, qui avait donné lieu à la convention citoyenne pour le climat, un peu suite à la crise politique des Gilets jaunes. Est-ce que aujourd'hui la convention citoyenne, c'est encore un outil que vous portez ? Est-ce que c'est un outil que vous pensez pertinent ? Alors, donc la demande à l'époque, c'était une lettre ouverte au gouvernement en disant, au vu de la crise, on demande une convention citoyenne climat, une convention citoyenne démocratie et une convention citoyenne fiscale sur les mesures fiscales. Bon, on a obtenu la convention citoyenne climat en structurant donc cette association des Gilets citoyens qui venait des Gilets jaunes.
oui, cet outil il a montré sa pertinence parce qu'il a montré qu'il était possible de faire travailler les citoyens sur des sujets de société et de leur faire sortir un travail de qualité. Mais que ça prend du temps, que ça nécessite d'être payé, que ça nécessite d'avoir des espaces pour pouvoir se retrouver, pour discuter, et donc des moyens en fait mis à disposition. Ça, c'est quelque chose qui a inspiré beaucoup d'autres territoires. Annecy a monté sa propre convention Assemblée populaire. Marseille, l'Assemblée des futurs. Et plein d'autres villes aussi se sont inspirées de ce travail. Donc, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui? On en a besoin plus que jamais. Et plus que jamais sur les sujets de démocratie, je pense. Et le moment est bien choisi. Et donc on continue de le porter bien évidemment, mais sur l'angle démocratie, c'est-à-dire convention citoyenne pour la démocratie aujourd'hui. Et la démocratie participative, vous le dites parfois, il faut un peu parfaire les propositions. Et elle échappe pas à des critiques. Je ne sais pas si vous avez vu l'ouvrage Pour en finir avec la démocratie représentative des enseignants Manon Loisel et Nicolas Riot, où il dit que en fait, tous ces mécanismes de démocratie représentative finalement ont les mêmes effets pervers que la démocratie qu'on connaît aujourd'hui avec l'abstention, un déficit de représentativité. Et surtout, il y avait une critique que moi je trouvais intéressante. Ils disent qu'aujourd'hui c'est l'exécutif qui définit le cadre et la commande des conventions. Vous parlez par exemple, là vous avez demandé 3 conventions, vous en avez eu qu'une. Comment faire pour que ça ne devienne pas un instrument politique un peu instrumentalisé pour un peu masquer cette crise de la représentativité? Alors on a obtenu une convention, mais on n'a rien obtenu du tout des mesures, hein, puisque du coup, c'est ça le problème, c'est le lien à la décision. En fait, ces outils-là démocratiques, tels que les conventions citoyennes, ne seront utiles que s'il y a un portage politique et il y a entre guillemets un lien à la décision qui est très clair et qui est très, qui est posé dès le début. Et donc c'est ce sur quoi on milite en fait, c'est-à-dire institutionnaliser aussi ces types d'outils et ces conventions. Donc ça c'est un premier combat, c'est de dire oui, il y a une crise de la représentation, bon ça c'est un sujet, il y a une crise de la participation parce qu'on observe effectivement que les publics les plus éloignés, les premiers concernés ne prennent pas part à ces outils. Donc force à nous de travailler sur ces sujets d'innovation pour faire en sorte que ces outils soient bien inclusifs. Et encore là, j'utilise un mot qui est complètement galvaudé parce que inclusif, c'est pareil, c'est un mot qui parle à nos secteurs et à nos microcosmes. Mais en fait, quand on parle de la population et des personnes qui vivent en fait le quotidien, eux, tout ce qui leur importe, c'est le quotidien en fait, c'est sortir de là. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne. On a rémunéré les gens pour qu'ils prennent un engagement politique. Et c'est tout à fait normal parce que nos députés sont rémunérés, nos parlementaires sont rémunérés de manière générale, nos ministres sont rémunérés, le président de la République aussi. Donc pourquoi pas les citoyens qui feraient de la politique. Et vous parlez d'inclusion. Est-ce que vous pouvez me dire peut-être des initiatives que vous avez élaborées, peut-être une ou deux, qui, de votre point de vue, ont vraiment changé la donne en démocratie, ont réussi justement à casser ce manque de participation C'est difficile de répondre à cette question. Je pense que la Convention citoyenne en est un exemple quand même, parce que ça a vraiment cassé les codes de la participation. Après, il y a des outils intéressants qui sont montés par des membres de nos réseaux qui, par exemple, comme Mieux voter, ont mis en place des outils pour faciliter l'usage du jugement majoritaire. Par exemple, quand on prend des décisions collectives ou de différentes structures qui accompagnent un peu la prise de décision, la gouvernance partagée, tout ça, ça permet en fait de faire évoluer un petit peu les pratiques aussi, quoi. Okay. La démocratie, peut-être pour finir, elle est politique, mais elle peut aussi être pensée dans l'entreprise. On parlait par exemple de la frise de la démocratie tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples de choses qu'une entreprise pourrait faire pour démocratiser son fonctionnement ? Il faudrait définir ce que ça veut dire démocratiser son fonctionnement, mais à mon sens, ce que votre question veut pointer comme sujet, c'est probablement le partage de la décision, en tout cas le partage de la valeur et de la décision au sein d'une structure. Donc déjà ouvrir les conseils d'administration, avoir des mixités dans les collèges de représentation en fait, au sein des conseils d'administration, avoir plus de participation des salariés dans la prise de décision stratégique, avoir plus de croisements et de co-construction de codécision entre les différentes strates d'une structure, former, outiller, accompagner en fait mais comme on le fait un petit peu nous en fait avec les collectivités et puis un petit peu avec les organisations aussi de l'ESS on va dire, accompagner les questionnements autour de ces évolutions de gouvernance parce que en fait souvent on remarque que ces acteurs-là ne sont pas outillés. Et c'est OK, c'est pas leur métier. Par contre, il y a beaucoup d'acteurs qui, comme Démocratie ouverte, et on n'est pas les seuls, peuvent aider, accompagner à faire ce passage. Et je pense que ça ferait beaucoup de bien à tout le monde. Ok, on retient se former à la démocratie, inclure. Merci beaucoup, Audrey Fortassin. Merci.